Je m'appelle Marie-France Betcher, Guillaumée de mon nom de jeune fille. Je vis à Lunéville, mais j'ai passé toute ma jeunesse à Nancy, ou plus exactement à Laxou, à côté de Nancy. Je suis mariée, maman, mamie et retraitée. Et j'écris. Voilà. Je pratique une vie ordinaire, je fais la part belle à ma famille, comme beaucoup de mamies, mais j'aime la lecture, l'écriture, la nature, la campagne, enfin toutes des choses très simples, et que j'essaye de voir avec un œil particulier, nouveau, et j'aime les retranscrire en mots, en phrases, pour donner l'idée qu'il n'y a pas besoin d'aller au bout du monde pour voir des choses jolies et s'y intéresser et même s'y passionner. J'aime surtout à parler de ce que je connais. Voilà. Et ce que j'aime aussi, c'est vérifier tout ce que je dis parce que j'ai des sujets différents. Et je fais beaucoup de recherches parce que je ne veux pas écrire de choses erronées. Donc je veux que tout soit vrai, authentifié, pour ne pas dire de bêtises, tout simplement. Voilà, parce que j'ai beaucoup de choses qui me trottent dans la tête, hein. Ça fait déjà depuis toujours. Mais depuis les années 2000, j'avais pris l'habitude de noter sur des petits papiers des mots, des images, des phrases. Et puis bien sûr, je perdais les papiers. Donc je me suis mis à les écrire sur des petits carnets, que je perdais aussi d'ailleurs. Mais enfin bon, j'ai quand même réussi à m'en tenir à un petit carnet. Et quand je suis arrivée au bout, je l'ai relu. Et puis ben, ça m'a plu. Donc j'ai écrit ma première nouvelle. Je l'ai fait lire. Et on m'a dit, mais c'est pas une mauvaise idée, continue. Voilà, donc j'ai continué et j'en suis à mon 9e livre. J'écris des livres de fiction, des livres de nouvelles, des romans, des biographies, voilà. Je suis auteur indépendant, c'est-à-dire que je fais tout moi-même, parce que le premier livre que j'ai écrit en l'an 2000, bon, je n'ai douté de rien, je l'ai envoyé à 4 maisons d'édition à Paris, qui m'ont toutes répondu d'ailleurs, il faut être honnête, en particulier Actes Sud, qui m'a dit « Nous ne publions pas de nouvelles », enfin à l'époque ils ne publiaient pas de nouvelles, mais nous aimons votre style, donc nous vous encourageons, et si vous écrivez un roman, envoyez-le nous. J'ai eu aussi Gallimard qui m'a répondu ce n'est pas notre potentiel les nouvelles, mais nous vous encourageons à écrire parce que vous avez une jolie écriture. Voilà. Donc après j'ai été contactée par des petites maisons d'édition, dans le bon sens du terme, hein, ça n'a rien de péjoratif, mais enfin ils ont des mesures tellement drastiques que j'ai laissé tomber parce que il faut se plier à beaucoup de directives qui ne m'allaient pas du tout à l'époque. Donc je dis, je fais ça à moi-même. J'ai eu plusieurs récompenses pour des livres ou des nouvelles, et en particulier le prix du Salon du Livre de Lunéville. Et le livre dont je vais vous parler, c'est mon 9e livre. Et ceci de particulier, c'est que c'est pas moi qui en ai eu du tout l'idée, mais c'est qu'on m'a demandé de le faire. Au début, j'ai un peu hésité parce qu'il fallait raconter une histoire très complète qui s'étendait sur 70 années. Et je me doutais bien que ça allait être un très très gros travail. En plus, comme c'est une histoire vraie, bon, donc il fallait tout vérifier, ne pas dire de sottises, ne pas faire d'erreur. Et ça me faisait un petit peu peur. Et puis j'ai fini par me laisser prendre au jeu, et j'avoue que j'ai trouvé beaucoup de plaisir, pour tout un tas de raisons, donc à faire ce livre. C'est une histoire vraie.
C'est le récit d'un vécu, et même de plusieurs vécus, avec... ce sont des aventures foisonnantes, avec des gens qui ne sont pas des héros, mais qui auraient pu l'être, et s'ils n'avaient pas été là, le monde ne serait sûrement pas tout à fait pareil à l'heure actuelle. Ce n'est pas un simple témoignage, ce n'est pas tout à fait un roman, il était une fois, non, mais c'est une véritable épopée vivante et trébuchante, écrite avec amour, avec beaucoup de style, je m'y suis appliquée, fidélité et reconnaissance, parce que j'y ai moi-même participé dans des étés merveilleux. Voilà. On y parle d'un temps pas très lointain, mais pas très proche non plus, 1951, c'est juste après-guerre, dans un village, donc Laxou, c'était un village à l'époque, près de Nancy. La plupart des familles ne gagnaient pas d'argent, pas beaucoup payé, n'avaient pas de voiture, n'avaient pas beaucoup de vacances, sauf les enfants qui, eux, à l'époque, avaient 3 mois de vacances. Donc 3 mois de liberté dans les rues du village, où ils étaient promis à faire toutes les bêtises possibles et imaginables. Et à ce moment-là, c'était un peu partout en France d'ailleurs, la mode était aux colonies de vacances. On commençait, ça avait déjà commencé depuis longtemps, mais là, c'était quelque chose qui s'étendait, qui se concrétisait, de créer des colonies de vacances. Alors certains qui ont créé ces colos ont eu des gros moyens, parce qu'ils appartenaient à des sociétés, etc. D'autres, on leur prêtait des beaux bâtiments, et puis il y avait ceux qui n'avaient ni moyens ni relations, qui devaient se débrouiller avec ce qu'on voulait bien faire pour eux. Et c'est le cas, donc, à Laxou, de monsieur le curé Valette, qui avait un cœur gros comme ça, et qui voulait envoyer ses enfants à l'abri des tentations des bêtises, en liberté, au grand air et en sécurité. Donc, il a cherché ce qu'il pourrait trouver pour les abriter, et on lui a prêté une petite ferme en très mauvais état, délabrée, qui n'avait pas été habitée depuis la guerre. En plus, elle avait servi de cache pour le maquis de Corcieux, donc vous voyez dans quel état ça pouvait être. Et elle faisait 150 mètres carrés, dont la plus grosse partie était, comme à la campagne à cette époque, dédiée aux animaux, au fourrage, et les habitants avaient à peu près 30 à 40 mètres carrés pour vivre. Tout le reste, c'était pour la culture, les cochons, la vache, etc. Donc il s'est emparé de cette ferme qu'on lui prêtait, et il en a fait une colonie qui maintenant fait 1500 mètres carrés. Et c'est là où l'histoire devient extraordinaire. Parce que vous pensez bien qu'il n'a pas suffi d'un coup de baguette magique. Non, il a fallu des tonnes de coups de baguette magique pour arriver à cette transformation. Et à la base, le manque d'argent se faisant sentir, c'était des bénévoles qui venaient depuis Laxou jusqu'à donc la future colo qui était située près de Bruyères dans les Vosges à Belmont-sur-Butan, c'est-à-dire à peu près 100 km. À l'époque, la plupart venaient en vélo. Quelquefois, ils avaient la chance de trouver une camionnette qui les conduisait. Donc, ils prenaient sur leur temps, sur leur force et bien souvent sur leur argent, parce que monsieur le curé n'avait pas beaucoup de quoi leur donner pour assurer leur subsistance. Donc, ils payaient eux-mêmes leur nourriture. Et c'est ce qui est extraordinaire, parce que personne n'a jamais renaté. Au contraire, ils se sont tous proposés, en partant de ces 4 murs, pour assainir déjà dans un premier temps, ensuite démolir, ensuite commencer à reconstruire, ensuite agrandir, ensuite redémolir pour agrandir encore plus, ensuite embellir. Enfin, c'est sans arrêt. Et c'est aussi cette histoire-là des bénévoles qui... on se demande ce qui les motive, mais c'est simplement la bonne volonté, et qui perdure encore aujourd'hui, parce que 70 ans après, on trouve toujours des gens,
des bénévoles, hommes, femmes, qu'ils soient spécialistes dans une profession quelconque ou pas du tout, qui viennent simplement donner un coup de main et qui viennent faire tous les travaux qui sont à leur portée, bien sûr, parce que les entreprises interviennent pour ce qui est des réfections ou des aménagements de métier, de corps de métier, mais eux, ils viennent pour repeindre, pour changer les sols, pour agrandir, pour reconstruire. Et encore après, 70 ans après, on trouve cette foi, cette volonté de ces gens qui veulent faire perdurer l'esprit. Parce que il y a un véritable... C'est un lieu particulier où règnent des bonnes ondes. Des ondes absolument, mais bonnes, c'est sûr. Et tout le monde se laisse toucher par cette ambiance. Et quand vous parlez n'importe où, la colo de Belmont, ah oui, mais je connais, j'y étais, où j'ai mon frère, mon grand frère, mon petit frère, ma soeur, etc., qui a été encore à la colo. Et encore aujourd'hui, ces bénévoles sont les dignes héritiers du père Valette et continuent à s'investir sans se lasser ni se décourager. Le tout évidemment dans un décor vosgien comme on imagine qu'il était il y a 1 million d'années, c'est-à-dire avec des bois, de hêtres, de bouleaux, avec une montagne de fougères et de brimelles, avec des prairies, avec des bleuets, des pâquerettes, tout ce qu'on veut. La colo est située dans un lieu très particulier qui fait son charme aussi, c'est qu'elle est à l'écart sans être isolée. C'est-à-dire qu'elle est en dehors du village, c'est certain, au bout de la route. Après, il n'y a plus que la forêt. Mais devant la colo, il y a une grande esplanade et il y a les prés qui descendent tout doucement jusqu'au village. C'est bien qu'on voit le village, mais qu'on y est tranquille et à l'écart. Et ça, c'est quand même un point très particulier. Alors, la colonie a vu passer des milliers d'enfants, non seulement, mais aussi des adultes, parce qu'il faut les encadrants et tout le personnel qui va avec. Et tout ce monde-là, forcément, a engendré tout un tas de péripéties, d'histoires cocasses, d'histoires un petit peu particulières, qui auraient pu mal tourner, mais qui sont bien terminées, avec beaucoup de fierté, de tendresse, d'amusement. Et puis dans ce livre, donc on retrace les tout premiers, on voit à l'époque comment c'était en 1951, les conditions de colo que maintenant on ferait hurler jeunesse et sport, etc. Mais désormais, elle appartient au must des colos, c'est-à-dire qu'elle a elle est entièrement dédiée au bien-être des enfants, à la sécurité surtout, à l'aménagement pour les personnes handicapées, etc. etc. Elle est ouverte toute l'année, en hiver à la neige, au printemps avec les premiers rayons du soleil, en plein été n'en parlons pas, en automne aussi avec les champignons. Elle est ouverte aussi aux particuliers. Ceux qui veulent louer pour un week-end pour célébrer un mariage, un anniversaire ou quelque chose, ou même sur un plus long temps, du moment que c'est en dehors des sessions de colonie. Et la chose très particulière de ce livre, c'est que c'est la première fois, la Bibliothèque nationale de France me l'a confirmé, qu'une colonie se raconte ainsi de son premier jour jusqu'à aujourd'hui. Ça n'a jamais été fait. On trouve d'ici et là des évocations à des colonies, c'est certain, mais toute l'histoire, depuis sa création jusqu'à aujourd'hui, c'est la première fois que ça se fait. Donc on voit toute l'évolution, aussi bien des normes, des certificats, des diplômes qu'il fallait avoir au départ. C'est une suite, c'est un cheminement qui va toujours vers le haut d'ailleurs, il faut le reconnaître, et qui se poursuit toujours, mais dans la même ambiance de bonheur, avec toujours ce côté quelquefois un peu rocambolesque, de joie et de déboire, aussi bien chez les enfants que chez les adultes, il ne faut pas croire. Ils ne sont pas toujours plus raisonnables, les grands.
C'est ce qui fait le plaisir. C'est une aventure, ce sont des aventures du vécu qui soulignent l'imaginaire. Voilà, c'est un très beau livre. Le voilà. 250 pages, 755 photos, cartonné, qui a tout à fait sa place dans une belle bibliothèque que l'on lit, qu'on peut prendre, poser, reprendre, etc., qui est vendu au prix de 20 € et dont le lecteur sort vainqueur dans l'aimable éblouissement d'une colonie heureuse.